est aussi une priorité, pas uniquement pour le palud. Ces campagnes doivent doivent être intégrées pour d'autres maladies diapositives. Pour ce qui est de l'intégration des systèmes de santé, il y a des suggestions dans la note technique d'intégration dans les domaines thématiques. Je vais peut-être prendre les systèmes communautaires comme exemple ici. Alors, quand vous regardez dans la colonne verte, nous encourageons les pays à investir dans les systèmes nationaux et sous-nationaux ou régionaux. Ensuite, l'institutionnalisation des services communautaires, utiliser les données comportementales et de surveillance pour les intégrer dans le système national et étendre le rôle des agents de santé communautaires pour l'offre des services, formation des équipes et l'intégration du suivi dirigé par les communautés dans les services, mécanismes nationaux de suivi. Alors, l'intégration, nous attendons à ce que ça puisse aider à l'efficacité et à l'efficience dans le moyen terme et le long terme. Et l'intégration pourrait aussi améliorer les résultats des programmes en améliorant les plateformes de santé. Et nous pensons que il y a quand même des risques et des approches qu'on pourrait adopter pour l'intégration. Nous faisons la promotion d'accélération avec des mécanismes de médiation. Dans la note technique, nous avons des domaines, quatre domaines. Pour ce qui est du coût, ça ne crée pas des réductions de coûts dans l'immédiat. Par exemple, la formation, adaptation des systèmes de données, et il y a et la mise à jour des engagements communautaires. Nous devons assurer que les coûts premiers de ce- seront observés et aussi les budgets isolés, y compris le mécanisme, les structures pratiques doivent être traduits dans les approches d'intégration des pays. Et ce qui est le plus important, comme ça a été mentionné, il y a des risques, surtout pour les cas où l'intégration pourrait exclure des groupes marginalisés. Donc, il y a beaucoup de risques et des mesures de mitigation que nous regardons et vous encourageons à mettre en accent dans les phases d'intégration. Par exemple, on doit s'assurer qu'il y a l'engagement communautaire, euh, y compris l'engagement des populations à risque. Et nous devons avoir une approche pilier pour lever les barrières, y compris les contrats sociaux et les actions dirigées par les communautés. Et nous devons regarder aussi les risques dans ces contextes, nous devons avoir des mécanismes de fourniture de services par les communautés quand ces services peuvent être à risque en fonction des contextes pays. Au lieu donc d'aller rapidement à une transition non planifiée ou à une intégration non planifiée, nous devons avoir une approche multifacette et cela veut dire que nous devons nous engager avec les pays, travailler avec eux et les gouvernements pour pouvoir avoir donc leur propre plan d'intégration. Et je vais m'arrêter là et je serai ravi donc participer à la discussion avec vous. Merci. Thank you so much for sharing, Dr. Sean. Merci beaucoup, So we will Dr. now Sean, pour le open the partage. floor for Et nous pouvons audience members maintenant to be able prendre to une take the petite phase microphone now. questions-réponses, peut-être prendre trois We have questions seen the maintenant. opportunity Et donc, c'est from une participant. If opportunité there pour is a les request to participants. put Si vous avez une the question question à now. poser, vous pouvez le faire.
Anyone with the questions? Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Okay. I guess no questions for now. Alors, Then we donc, je pense can qu'il n'y a pas de move questions pour le forward. moment. Alors, nous allons And continuer. yeah, thank you so Merci, much. et je serai là. Thank you so much. So for the next session, Alors, pour la we will session delve into the suivante, key elements of nous technical allons aller advisory. aux And informations clés de la note Satish, d'information. can you share the slide? Yeah. Est-ce qu'on peut partager Yes. l'écran? And I would like to invite Et three speakers j'aimerais for now. inviter trois First of all, intervenants. La première Olga personne, Ryzhkova, who is c'est technical Olga advisor for Ryzkova, system based conseiller response and technique system pour les strengthening réponses development. et renforcement du système We also communautaire. have Nous Edgardo avons aussi Iovita. He's a chief technical advisor for human Alexandrina rights in Global Fund. Iovita, Next slide. assistante We also technique have au niveau du Tia Fonds Will, mondial. Et nous avons Tia Will, Tia euh, Willis, senior technical assistante advisor for technique gender in Global pour Fund la of question genre au niveau Global. du Fonds So mondial. we have Désolé pour these l'erreur. three speakers Et nous avons to donc help ces us trois get intervenantes qui into vont présenter les éléments SSH clés information note. des informations ou de la note d'information. Annabelle will help us with Et the presentation. Annabelle va nous aider Over to avec you, Annabelle. la Yeah. présentation. À vous. And sorry to mention, we have like 6 minutes Et per speaker. juste dire que nous avons 6 minutes par intervenant. Good morning, everyone. Good Alors, afternoon. bonjour à tous, bonsoir. My name is Olga Rytkova. As Timmy already introduced me, I'm a technical advisor, community responses and system strengthening. I really want to thank my colleague Shun for already making a lot of references to community systems. So that you already have an idea of the key priorities there. Next slide, please. As Shun also made clear, RSSH module as a whole is is cross-cutting as you start thinking, as you start preparing for the next grant cycle. And this is intentional why community system strengthening sits there, because it's a critical area for achieving the Global Fund's mission. And so the community systems modules remain relevant across the whole programmatic area. Services that are designed with and implemented through communities, through people, communities of people living with and affected by the three diseases, as you all know, are essential to build trust, to increase relevance of those services, and behind. However, that mission is only achieved if communities are enabled to do that, if they have the capacity, if they have the support that they need to reach their communities and ensure access to services. So the community system strengthening module under RSSH focuses on three key interventions. One of them is organizational and leadership development. The next one is community-led monitoring and advocacy. And the last one is community coordination and engagement in decision-making. I want to make a quick note about the last one. This module has not been, a lot of these interventions have not been funded through allocations before. So it's so the community coordination and engagement module now lives within RSSH, and so it's also encouraged to be budgeted for this work under the grant activities. So what else is included? As mentioned, we really encourage you to prioritize the countries to prioritize strengthening and sustainability of community-led and community-based organizations. We, as Shun already referenced, and I will speak about more in detail in a second, to plan for this, we encourage you to do. Alors, pour la planification, nous vous encourageons à faire l'évaluation des systèmes communautaires, savoir à quel niveau se trouvent nos communautés, quels sont les gaps. Cela n'est pas fait de façon séparée au niveau communautaire, mais s'assurer comment les communautés travaillent ensemble, quels sont les réseaux, quels sont les outils d'accès. Et nous voulons aussi
Et cette planification doit également être faite pour prioriser les questions de durabilité, s'assurer que le contrat social et qu'il y a un environnement pour le contrat communautaire avec les gouvernements ou autres systèmes nationaux. Diapositive. Alors là, je vais passer un peu de temps pour parler donc des renforcements des systèmes communautaires dans de différentes manières. Il s'agit d'un nouveau outil pour aider les pays à la préparation au cycle 8. Et cet outil peut être utilisé durant le cycle pour les besoins de repriorisation et aussi pour le suivi des progrès et pour adresser les besoins en lien avec les systèmes communautaires. Diapositive. C'est un outil simple qui peut être utilisé de façon qui est utilisé facilement et l'outil est organisé autour de 8 domaines, de 8 dimensions que vous pouvez voir sur l'écran, avec donc des domaines clés priorité. Et ce n'est pas une tâche orientée vers les organisations individuelles, mais pour le renforcement des systèmes communautaires de façon générale, mobilisation au niveau communautaire, mais aussi mobilisation d'autres acteurs engagés, y compris les représentants gouvernementaux, membres et ICM et autres. Et donc, le cadre, il a des rôles communautaires, la production de preuves, participation significative des communautés dans les décisions politiques en lien avec leur santé. Aussi, c'est questionner si les communautés ont les capacités, quel est leur engagement dans le gouvernement et la redevabilité, s'assurer que les actions communautaires sont financées et leur rôle dans la fourniture de services est spécifié, leur rôle dans la levée des barrières pour l'accès aux services de santé, leur rôle dans l'amélioration de la qualité des services. Et la dernière priorité, c'est l'intégration que nous avons beaucoup abordée pour s'assurer que les interventions communautaires sont intégrées dans le système de santé de façon générale. Diapositive. Alors, c'est que cela pourrait paraître compliqué, mais il y a des outils, c'est un outil facile à utiliser, un outil Excel avec donc chaque domaine. Et pour chaque domaine, vous aurez des questions que vous allez répondre en fonction donc, de vos contextes pays ou en fonction de votre lieu d'intervention. Et sur base de vos réponses, on vous donnera donc le niveau de maturité de votre domaine. On pourra donc dire si vous êtes déjà établi ou en mode établi. Et ça va générer automatiquement des informations sur base des réponses, donc générer des réponses pour les modules et les réponses avec des activités spécifiques que vous pouvez ajouter dans votre demande de financement et comment vous pouvez suivre le progrès dans ces domaines en utilisant le cadre de performance ou en utilisant donc les résultats. Donc, c'est un outil qui aide à la planification pour le cycle de financement à venir. Donc, la plupart de ces domaines clés sont automatiquement générés en fonction de vos réponses aux questions. Et le dernier diapositive. Alors, le dernier, ça permet donc de créer un tableau de bord qui résume vos réponses dans tous les domaines. Donc, ça génère donc cela sur une seule feuille qui rend la priorisation beaucoup plus facile et identifier les domaines où vous avez besoin d'investissement parce qu'il y a des gaps et ces domaines seront soulignés comme les domaines sous-financés et les domaines donc clés. Vous pourrez aussi voir les possibilités de prise de décision sur des domaines qui ne sont pas encore développés et qui pourraient être considérés dans la transition vers les financements nationaux ou les domaines qui doivent être maintenus parce qu'ils ont un impact critique sur les interventions. Alors, comme je l'ai dit, le conseil pour s'assurer qu'il s'agit d'un processus collectif, c'est un exercice que nous allons faire pour
l'intégration au GC8 et intégration pour le support CRG dans le processus. C'est ma part et je vais passer à l'intervenante suivante. Alors, merci beaucoup, Olga. Et je vais nous allons échanger avec vous sur les barrières liées donc aux droits humains en lien avec les services VIH, TB et PALU. Et pour la première fois, on aussi leur forme dans l'approche modulaire. Si on part à la diapositive suivante, on verra comment est-ce qu'on adresse les barrières pour les différentes maladies et surtout sur les questions de résilience et des systèmes de santé durable. Alors, premièrement, quand on parle, on doit s'assurer que les exigences minimum sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous avons des standards de base droits humains qui s'assurent que les systèmes de santé sont centrés sur les personnes et que personne n'est exposé donc à, à, à des risques. Et il y a aussi des responsabilités pour ce qui est des questions d'harcèlement. Les standards droits humains et font partie des standards du Fonds mondial. Et à travers toutes nos réponses et à travers tout le travail que nous faisons, à travers tout ce que nous faisons, à travers les travaux sur les maladies, nous devons nous assurer que l'approche de lever des barrières fait partie de nos agendas, y compris la rétention des services, l'accès aux services, lever des barrières pour les populations vulnérables. On doit s'assurer que les services sont adaptés, s'assurer que les services sont conçus pour et avec le leadership des communautés affectées pour s'assurer que ces services servent les besoins de ces communautés, s'assurer que les services ne sont pas juste disponibles, mais qu'ils sont disponibles et accessibles. Et nous avons maintenant regardé des domaines programmatiques spécifiques. Par exemple, la formation des agents de santé pour s'assurer que ces agents apportent des services qui sont focus sur les personnes, que ça ne stigmatise pas les personnes qui ont besoin de ces services. Et donc, on va regarder l'outil d'intégration, on renforce donc la redevabilité, rassurer donc qu'ils savent les droits que nous avons accès donc aux services, mais mettre en œuvre des initiatives de soutien des pairs. Et c'est un autre exemple. Et on a besoin d'intégration à travers le module RCS. Et on peut aller à la diapositive suivante. Nous avons un module droits humains et alors qu'on demande de parler lentement pour permettre aux interprètes de suivre. Alors, le passé, on a eu des modules droits humains et VIH. On a eu des interventions visant à lever les barrières liées aux droits humains et à travers dans les différents modules maladies. Donc, on avait des apports de lever des barrières spécifiques aux maladies. Pour ce qui est du cycle 8, nous allons faire des actions transversales à travers un module droits humains et genre qui font partie donc de l'approche modulaire. Et cela demande un changement au niveau budget, c'est-à-dire que similaire au système montré, donc la levée des barrières doit être intégrée dans les demandes de financement. Le fait que toutes les demandes seront soumises dans la même fenêtre, ça permet à ce qu'on planifie la levée des barrières à travers tous les domaines, s'assurer que tout le monde a une couverture sanitaire universelle, s'assurer que les systèmes programmatiques sont en place pour lever les barrières droits humains. Et un exemple, c'est l'intégration des droits humains.
formation, par exemple, de base. Donc, on doit s'assurer que les gens connaissent leurs droits et qu'ils peuvent avoir accès aux services quand leurs droits sont violés. Donc, les priorités spécifiques des maladies doivent être toujours priorisées, mais seront offertes dans les actions spécifiques maladies. Nous savons que les actions de renforcement des forces de l'ordre est une barrière pour les populations clés. Donc, nous allons avoir donc des agents de l'ordre comme cellules de certaines actions. Nous savons que la mobilisation communautaire est aussi importante pour la réduction des stigmas et donc pour la levée spécifique stigma pour les actions civiles peut être plus aussi. Mais nous savons aussi que pour que les femmes puissent participer au service famille, il y a le besoin de regarder l'environnement juridique. Donc, on doit avoir des interventions spécifiques. Et on doit avoir des interventions spécifiques pour lever des normes spécifiques genre pour les personnes de différents genres, renforcer les barrières genre est un point important à prendre en compte. Maintenant, pour les réponses spécifiques, maladie demande aussi un accent spécifique. À cause de la vulnérabilité VIH, c'est important de s'assurer que les soutiens sont intégrés dans la prévention, des services de prévention VIH. Nous savons que pour ce qui est de la tuberculose, les aspects genre sont importants pour la question de vulnérabilité. Intégrer donc les femmes et hommes pour les campagnes importantes pour réduire les risques qui favorisent donc la tuberculose. Nous savons que l'intégration donc, ce qu'il faut retenir est que dans les réponses spécifiques maladies et dans les interventions RSS et aussi dans le service de levée des barrières, le renforcement des capacités des systèmes à toucher, donc tout le monde, la levée des barrières est importante pour toutes les actions. Si on parle donc à la diapositive suivante, il y a des normes spécifiques. Donner donc l'accès donc des services non discriminatoires, c'est un des services, les exigences minimum de droits humains que le Fonds mondial met l'accent. Et je vais mettre dans les quatre un lien vers une plateforme où vous pouvez rapporter des cas de violation et vous pouvez utiliser la plateforme pour signaler des cas de discrimination, durant le cycle de discussion. Et à la diapositive suivante, vous allez voir les approches pour lever les barrières d'accès aux services. Donc là, il s'agit donc d'informations de base et on a besoin de services, des réflexions spécifiques pour s'assurer que les droits humains font partie du processus d'intégration de façon générale, que les droits humains sont partie des discussions sur la durabilité et pour le faire, nous avons des investissements, programmes et des interventions spécifiques droits humains, modules pour la réduction des barrières, soutien donc aux espaces juridiques dans ces interventions programmatiques. Et nous avons des considérations de mise en œuvre qui demandent à ce qu'on parle des programmes beaucoup plus réfléchis et l'amélioration de l'intégration des droits humains, l'amélioration de la considération des droits humains pour des services différenciés, s'assurer la complémentarité des systèmes de réponse communautaire et avoir une approche différenciée pour la transition, renforcer l'expertise locale et renforcer les capacités pour les droits humains, y compris l'engagement avec les mécanismes de droits humains nationaux,
soutenir donc les acteurs communautaires et agents de santé, engager les acteurs et collaboration multisectorielle, et tout cela permet donc de lever les barrières. Diapositive. Alors, bonjour, Alain Drina, et merci. Je suis Thierry Wills et je suis conseiller technique au niveau droits humains et je suis très ravi d'intervenir aujourd'hui pour parler donc des approches pour les questions de vulnérabilité et barrières en lien avec le genre. Et comme Alexandre l'a dit, il y a deux approches. Le premier, c'est l'approche transversale et c'est comme ça on s'assure que les systèmes sont beaucoup plus adaptés aux besoins spécifiques des personnes. Et le deuxième investissement, domaine où nous savons qu'il y a des vulnérabilités genre et barrières existantes. Pour l'accès aux services VIH, TB et PALU. Alors, je vais essayer de détailler le premier cas. Alors, il s'agit par exemple d'avoir des services orientés qui sont fournis de façon à permettre l'accès. Donc, c'est une intervention contexte spécifique. Et un exemple pourrait être la question de sécurité dans les centres de santé, des espaces pour l'allaitement, s'assurer que la confidentialité est préservée, s'assurer qu'il y a des mécanismes pour signaler des cas de violence. Et aussi créer l'environnement où on peut être à l'aise d'avoir donc donc, définition des responsabilités des agents. Et c'est important de mettre l'accent sur les services adaptés aux gens parce que le minimum, c'est d'éviter donc qu'une personne est brimée dans la demande de services. Et des stratégies d'engagement des zones dans des services de réponse donc aux questions genre. Et c'est important de prendre donc ces types d'interventions en compte et s'assurer qu'ils sont intégrés le deuxième va donc au-delà de politique de services de santé. Et là, faisons la priorisation des services, mais tout sera spécifique contexte. Mais ça peut être, par exemple, pour ce qui est du VIH. Donc, on peut parler sur base donc, des orientations et des services. Donc, renforcer les capacités de prise de décision, euh, le- renforcer les capacités pour l'offre des services de santé, s'assurer qu'il y a l'indépendance économique et qu'ils peuvent contribuer à lever les stigmatisations, les barrières et stigmatisations et s'assurer qu'il n'y a pas de retard dans l'offre des services de santé. Et il s'agit donc de regarder là où les normes ont des impacts. Et le deuxième domaine dans ces interventions spécifiques, c'est de prévenir et soutenir les systèmes de santé pour lever les barrières. Donc, en plus du renforcement du système et des réponses des systèmes sanitaires pour les soins primaires et l'intégration de ces soins, nous soutenons aussi des initiatives de prévention de violences au niveau communautaire
Et ces services sont focus communautaire pour prévenir les cas de violence. Et cela doit être lié donc à une stratégie de prévention des barrières de façon générale. Donc, vraiment, ce que je peux dire de façon générale, pour s'assurer que les systèmes de santé sont focus genre et que les interventions permettent de lever donc les barrières genre et vulnérabilité dans l'accès aux services VIH, tuberculose et palu et je reste disponible. Merci beaucoup Olga, Tia et Alexandrina pour votre session. Je vais demander s'il y a des questions des participants. Et durant la session, j'ai vu qu'il y avait une main levée de Emerson. Emerson, si vous voulez toujours poser la question, vous pouvez intervenir. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser? Alors, au cas contraire, je pense que nous pouvons aller à la session suivante. Rosa? Alors, bonjour, bonsoir, collègues. Je suis Rhoda, consultante indépendante et actrice communautaire TB basée donc en Nairobi, en Nairobi. Félicitations, c'est un grand plaisir d'avoir donc le droits humains dans le module RSS et aussi dans l'outil d'évaluation. Je pense que c'est une grande contribution pour les communautés. Donc ma question c'est pour le CSS, une présentation excellente a été faite. Pour le contexte global actuel, nous voulons maximiser l'investissement et l'orienter vers l'intégration et aussi garantir la durabilité. Alors, est-ce que le Fonds mondial va apporter des orientations qui pourront motiver les pays à investir davantage sur le CSS en sachant que tous les aspects euh, sont aussi importants. Et les éléments de RSSS, c'est la réception d'investissements pour de grands investissements durant l'année et l'investissement dans les CSS a récemment commencé dans le cycle passé. Et quand on regarde l'absorption et le progrès pour la mise en œuvre, on voit qu'il y a eu un retard surtout pour le suivi dirigé par les communautés. C'est pas quelle stratégie que le Fonds mondial peut utiliser pour motiver les pays à reconnaître que euh, pour des actions d'affirmation et d'équité, c'est important d'investir davantage sur le CSS pour garantir la durabilité et s'assurer que ces services font partie de leurs cadres nationaux. Merci pour la question. Alors, aux intervenants, est-ce que quelqu'un voudrait répondre? Je peux commencer et les collègues pourront compléter. Merci beaucoup pour la question pertinente, Roda, euh, sur l'importance des activités CSS. Nous avons plusieurs façons d'encourager et conseiller les pays à investir dans le CSS. Par exemple, euh, quand on a des orientations spécifiques sur les investissements, c'est y compris le suivi dirigé par les communautés. Dans les messages de l'aide d'allocation, on peut considérer adresser les besoins dans les pays où il y a besoin
et nous discutons l'allocation pays avec les équipes pays et avec notre équipe technique et l'importance du suivi dirigé par les communautés est soulignée. Et nous avons aussi des investissements catalysateurs, par exemple des investissements à travers des contrats sociaux ou investissements ou intégration des activités dans les mécanismes nationaux pourront être motivés. Donc, il n'y a pas une mesure unique de motivation, mais un ensemble d'activités pour encourager l'investissement dans le CSS. Merci. Merci beaucoup, Dr. Chun, pour la réponse. Pour une question de temps, je vais demander aux participants s'il y a toujours des questions, on aura une autre session questions-réponses à la fin du webinaire. Et je vous demande donc de garder la question. Pour la session suivante, je vais inviter ma collègue Karine Lama, communicatrice de Hub Asie-Pacifique pour modérer la session suivante. Merci beaucoup et bonjour à tous. Ici, Karine Lama. Pour ce qui est de la session suivante, comme la perspective communautaire sur le SSS et le GC8, je vais inviter Abina Aher, qui est directrice exécutive à Tweet Foundation, dirigeante donc d'une organisation transgenre en Inde et elle est aussi acteur de plaidoyer pour la tuberculose, VIH et le palu. Abina à vous. Merci, Lama, et merci au Fonds mondial pour tout le soutien que nous avons. Je vais, je vais partager notre expérience et, et comment les leçons tirées du GC7 pourront informer le GC8. Alors, c'est important de parler donc du GC8 maintenant. Nous regardons alors, le G7 a travaillé à créer donc la confiance au sein des communautés et ça a pu résister donc aux différents chocs. euh, et le G7 a permis de commencer à discuter sur diverses approches pour la durabilité et l'intégration des maladies et l'intégration des mouvements au niveau Fonds mondial et communautaire. Et donc, la raison pour laquelle nous devons comprendre l'approche GC7 est que nous tirons vers l'approche de la dernière ligne pour l'objectif de dernière ligne pour ces maladies. Les communautés doivent donc être consistantes et actuellement, ce que nous avons déjà eu comme investissement au CSS est notre pilier principal pour les services VIH, tuberculose et palu à venir. C'est important pour nous de notre expérience et les exemples que je vais partager pour comme perspective est que nous devons comprendre comment le GC8 a permis de transiter donc au suivi des services par des communautés. Les communautés ont pu adapter donc s'adapter et ont une résilience et quand on engage les communautés, ça permet d'adapter donc les services palu, tuberculose et VIH et rendre donc ces services inclusifs
ce que nous avons vu à travers le suivi dirigé par les communautés, c'est en réalité trois choses. Premièrement, ça construit donc une confiance au niveau communautaire. Et deux, ça puisse renforcer les acteurs communautaires pour la compréhension des populations clés. Et ça a aussi renforcé les communautés pour comprendre ce qui doit être fait quand on parle, par exemple, des réponses spécifiques maladies, et aussi, ça a créé une structure forte pour les communautés. Donc, ce n'était pas juste des interventions spécifiques uniquement pour maladie, mais la création des systèmes complets. Et il s'agit là des meilleures pratiques que je vais maintenant aborder. Ce que nous devons comprendre est que nous avons eu un temps difficile, je sais, 7 avec COVID-19. C'était difficile pour les communautés de demander des services ART et les gens ont utilisé les enseignements qu'ils ont obtenus sur les différentes maladies et les différentes méthodes utilisées, par exemple, les outils digitaux pour pouvoir accéder donc des zones non accessibles durant ces difficultés. Et ils ont une expérience sur la gestion des chaînes d'approvisionnement et ils ont une grande responsabilité de redevabilité et aussi ont une meilleure compréhension au niveau programmatique et ils ont pu maîtriser donc des approches de résolution des problèmes. Quand nous parlons donc des activités de navigation communautaire et d'engagement communautaire, quand nous parlons de durabilité, nous devons parler d'investissement sur les communautés. Nous, nous devons comprendre on ne peut pas faire quelque chose pour nous sans nous et, euh, et nous devons ce que nous avons vu donc durant le GC7, l'approche modulaire de fourniture des services, ça a permis donc de toucher des zones reculées et ça a permis de renouveler donc les principes à suivre et ça a permis donc de renouveler les pratiques dans les différents domaines de maladie. Quand on parle d'intégration CRSS et RSSH, ce que nous devons regarder euh, est que le renforcement des systèmes communautaires doit euh, tenir compte du rôle important que les communautés doivent jouer. euh, Comment est-ce que nous pouvons créer des systèmes de santé qui sont résilients et holistiques? Nous ne pouvons pas regarder uniquement la population générale dans la planification, mais regarder aussi les besoins des populations clés vulnérables et regarder les problèmes des communautés qui sont beaucoup stigmatisées dans la société. Et donc, la priorisation de CRSS et RSH, c'est de mettre l'accent sur le dernier mileage. Donc, on parle d'intégration, on parle d'approche, on parle d'intégration des ressources qui est important et surtout dans le contexte actuel. Diapositive. Et nous avons déjà parlé de l'approche basée sur les droits humains. Mais ce que nous devons comprendre est que quand nous parlons de genre, nous devons donc intégrer le genre dans les questions de réponse nationale. Donc, on doit parler des réseaux de droits humains. Le genre n'est pas uniquement un élément à part, mais une question intersectorielle qui permet de répondre donc aux questions de violence basées sur le genre, questions de santé mentale, questions de droit, questions juridiques pour toutes les cibles gens qui sont marginalisés. Et l'intégration des services TBI, PALU, VIH pour les populations clés migrants, euh, il y a donc nécessité de s'assurer qu'il y a soutien.
Et diapositive. Nous avons compris, par exemple, que quand on a des réponses communautaires fortes, cela aide à l'intégration. Pour le GC7, nous avons compris que qu'on a besoin de services spécifiques pour les communautés. Et pour le GC7, on doit s'assurer que ces approches sont mises en œuvre. Et ce que nous devons comprendre est que nous devons trouver un système euh, fort et cela est possible si nous avons une approche inclusive qui engage les communautés, s'assurer qu'on a des communautés qui ont des responsabilités de renforcement du système et s'assurer que le système est assez fort pour soutenir les communautés marginalisées. Mais nous ne devons pas utiliser les communautés uniquement pour la fourniture de services, mais aussi pour la gestion des données et rendre ces données sensibles au programme et en réduisant donc les temps de réponse des programmes au moment des fournitures. Et les communautés ont grand rôle à jouer. Actuellement, nous parlons de GC8 et les ressources réduites et le travail qui reste à faire. Nous devons tirer des leçons de GC7, voir comment est-ce que GC7 a pu optimiser les prix, comment GC7 a abordé la question de mobilisation des ressources domestiques, comment GC7 a parlé donc du leadership communautaire sur l'engagement politique et stratégique pour créer des systèmes résilients au niveau terrain. Et nous devons parler aussi de la question valeur pour montant investi. Et c'est le temps, les communautés ont commencé à parler aussi de value for money. C'est important pour les donateurs de comprendre que on doit s'assurer que tous les investissements qui sont faits pour la communauté sont investis sur la communauté. Le plus important que nous devons mentionner est que nous progressons vers le GC8 et ce que nous avons tiré comme leçon du GC7 doivent être retenus pour investissement sur le processus GC7, s'assurer qu'on a des réponses focus communautaire et pour un pays comme l'Inde, on doit considérer le monde comme notre famille et s'assurer que les politiques de santé, l'impact des services de santé et les communautés sont inclus dans les différentes réponses. Et je pense que c'est la base et nous devons parler de la préparation, la durabilité et aussi les besoins des populations les plus vulnérables pour pouvoir aller donc au dernier maillage et permettre que nous travaillons tous euh, vers l'objectif fantastique qu'on s'est fixé pour mettre fin à ces maladies en 2030. Merci. Merci, Abina, d'avoir souligné comment le suivi dirigé par les communautés permet donc la gestion durable de santé et l'importance de la priorisation des CSS et dans les... Nous avons maintenant une dernière intervention communautaire du Libéria pour souligner les meilleures pratiques communautaires. C'est Dr Léo. Et Dr Léo est un activiste et Dr Léo, à vous, un activiste du Libéria. Merci beaucoup et bonjour du Libéria. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de notre organisation. Donc, on salue donc les collègues des différentes régions du monde, collègues qui travaillent pour soutenir les communautés. Et je suis très ravi d'être dans cet appel. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, nous pouvons vous entendre, Léo.
Et je vais partager ma présentation. Merci aux intervenants précédents. Nous avons obtenu assez d'informations. Je pense que ces sessions étaient nécessaires et j'apprécie vraiment, je remercie les organisateurs, diapositives. Alors, comme nous savons de la perspective du Libéria, le GC7, nous savons que ce cycle soutient les pays pour la construction de systèmes durables et résilients pour la santé et renforcer donc les communautés. Alors, au Libéria, certaines des priorités euh, sont identifiées à travers des consultations et réunions et mettent l'accent sur le financement des services communautaires et la coordination entre les communautés et les centres de santé, adresser les barrières d'accès aux soins et renforcer les capacités locales. Et ce sont les priorités qui ont été identifiées à travers les consultations pour le GC7, diapositive. Alors, quelques exemples des priorités sont les agents de santé communautaires suivis, dirigés par les communautés et l'accent donc sur soutenir donc les agents de santé communautaires avec la formation et les ressources qui peuvent leur permettre de soutenir, d'offrir des services essentiels et faire les détections des maladies à temps et orienter les communautés vers les systèmes formels de santé. Et aussi, on a regardé le suivi dirigé par les communautés qui a permis aux communautés de faire le suivi de la qualité des soins, identifier les stigmas et cas de violation des droits humains, apporter des feedbacks et renforcer la redevabilité dans le système de santé. Et on a regardé aussi l'intégration des services offerts au niveau communautaire et au niveau des centres de santé orientés vers les populations clés. Et euh, par exemple, au Libéria, nous avons mis l'accent sur les interventions TB et VIH. Nous avons regardé donc les centres pour s'assurer qu'il y a des systèmes de référence pour les soins cliniques et nous avons fait des suivis pour s'assurer que les services sont accessibles, travailler donc à réduire les stigmas dans l'offre des services. Et tout cela ciblait le soutien des populations clés et vulnérables pour des services orientés vers la tuberculose, le VIH et le palu, adresser des questions de barrières droits humains en termes d'accès aux services de santé. Et tout cela euh, fait référence donc aux priorités que nous avons définies pour GC7. Nous avons aussi regardé les capacités locales durables et là, on mettait l'accent sur le renforcement des capacités des organisations locales. Notre organisation, par exemple, améliorer nos contributions pour la recherche des cas TB, améliorer l'appropriation communautaire des programmes. Et pour ce qui est de l'intégration des services, l'approche a été de regarder notre stratégie et on mettait l'accent sur l'approche d'intégration où on combine les interventions VIH, TB et PALU et on utilisait les systèmes communautaires de façon efficace pour des services contournés. Alors, pour ce qui est la surveillance des maladies, c'est important quand nous parlons des communautés, systèmes communautaires ou renforcement. Donc, ils ont besoin de renforcement pour surveiller et notifier les cas diapositifs. Alors, vous savez, il s'agit donc d'une réflexion sur certaines des priorités ou des choses que les communautés ont pu faire pour le GC7. Et certaines de ces activités sont en cours avec différentes interventions dans différents domaines. Et nous préparons donc le processus de GC8
Et nous faisons donc, regardons toujours ce qui a lieu pour le GC7. Dans le GC7, nous avons aussi soutenu les groupes vulnérables, y compris les groupes spécifiques gens, et qui a permis d'adresser les barrières gens qui posent des barrières d'accès donc aux services de santé. Diapositive. Nous avons aussi regardé le financement basé sur les performances et c'était important. Nous avons regardé et ça peut être utilisé pour améliorer la redevabilité et encourager l'efficience et améliorer donc la qualité des offres de services pour les services de santé au Libéria. Et ces différentes interventions sont faites avec différents partenaires au niveau pays et nous avons travaillé ensemble pour renforcer le système communautaire, y compris soutenir le ministère de Santé et créer une reconnaissance terrain et qui permet donc d'atteindre les objectifs nationaux du Libéria. Alors, en conclusion et résumé, je dirais que la plupart des activités GC7 mettent l'accent sur les communautés et les communautés sont au cœur de la plupart des services communautaires et à travers donc les trois maladies et adressent les questions de droits humains, de redevabilité et cela contribue à créer des systèmes de santé résilients pour l'avenir. Et là, il s'agit d'une activité dirigée par les communautaires au niveau des dépôts au niveau district. Et les communautés sont engagées pour le suivi des services, s'assurer que ces services sont offerts au niveau des centres de santé. Et ça permet d'identifier ce qui marche, ce qui ne marche pas et quels sont les défis et comment nous pouvons améliorer. Diapositive. Merci beaucoup et à vous. Merci, Léo, pour la présentation résumée sur les meilleures pratiques du GC7. Merci à Bina et merci à Léo. Et nous allons aller à la session suivante qui met l'accent sur les orientations à venir y compris les points d'entrée pour l'engagement communautaire dans le cycle GC8. Et je vais inviter Gavin, conseiller technique senior CRG. Merci, Karun, et j'apprécie chacun d'entre vous pour avoir commis le temps pour participer à ce webinaire et aussi encourager pour tout le travail que vous faites pour les actions palu-tuberculose VIH dans vos pays. Je suis Gabriel, je suis conseiller technique pour l'engagement communautaire conseiller senior et je vais présenter 5 ressources et outils pour soutenir votre engagement dans le GC8. Premièrement, on a la disponibilité d'assistance technique pour l'initiative CRG et les assistants techniques peuvent être des consultations virtuelles ou face à face et ces consultations peuvent être des pré-consultations pour informer euh, les, le dialogue CCM pays pour permettre donc aux communautés d'être informées et contribuer à la demande de financement. En plus de soutenir votre engagement pour le dialogue pays, nous pouvons, à travers l'assistance technique, soutenir, euh, euh, faire des soutiens continus durant l'allocation des subventions. Et c'est quelque chose de nouveau pour ce cycle et nous serons ravis de vous apporter cela. Pour pouvoir demander l'assistance technique, nous vous demandons de discuter avec votre CCM et représentant CCM et toucher donc les hubs de votre région
pour vous aider à formuler la demande d'assistance technique. Et quand c'est possible, nous apportons des AT qui adressent les besoins d'une large communauté. Donc, c'est important que la demande d'assistance soit faite en collaboration avec le CCM pour pouvoir faire une demande inclusive. Et nous vous demandons de soumettre les demandes datées 6 mois avant votre fenêtre de soumission. Actuellement, nous avons 21 demandes d'assistance technique qui seront soutenues pour la fenêtre 1, mais nous sommes ouverts pour les demandes datées pour la fenêtre 3. Cela veut dire que vous allez soumettre la demande avant la fin du mois d'avril, diapositive. En plus des demandes d'assistance technique, nous allons aussi apporter un soutien d'engagement rapide, mais c'est encore, il faut vous référer au hub d'apprentissage de la région pour pouvoir soutenir, donc, pour pouvoir avoir ce soutien. Et là, il s'agit, c'est quand vous n'avez pas besoin de consultation, d'assistant, vous n'avez pas besoin euh, de soutien externe pour la rédaction de votre demande. Mais ce soutien rapide, c'est jusqu'à un montant de 5 000 dollars qui pourrait soutenir des consultations virtuelles ou en personne, ou bien l'engagement d'un consultant local pour réviser des documents pour vous aider à avoir donc une évaluation contextuelle qui pourrait informer vos processus de euh, priorisation des interventions que vous souhaiteriez voir dans la demande de financement. Diapositive. Alors, cette diapositive montre les contacts de chacun des hubs des différentes régions. Et nous allons partager les diapositives après le webinaire pour vous permettre de savoir qui est-ce que vous pouvez contacter parce que vous aurez des emails et je vous encourage à euh, vous assurer que vous avez accès donc aux newsletters des différents hubs et ces newsletters vont continuer à vous apporter des informations durant toute l'année et l'année prochaine. Et ces informations vont soutenir donc là, le développement des demandes de financement. Diapositive. En plus du soutien que nous allons apporter à travers l'AT et le financement rapide de soutien, il y a aussi un outil appelé Community Engagement Toolbox. Et cet outil apporte un certain nombre de ressources qui ont été développées par des partenaires communautaires. Vous allez voir que il y a 178 ressources qui sont disponibles dans 13 langues, y compris des possibilités euh, de voir des outils d'engagement dans les processus et des outils sur comment conduire des consultations et des processus d'agrégation des priorités. Alors, et il y a un lien et en cliquant le lien, vous pouvez avoir accès aux données. Quand on va partager les diapositives, vous allez avoir accès. Actuellement, nous faisons une révision et développons des outils spécifiquement pour GC8. Et à droite, vous avez vu qu'il y aura un guide communautaire sur le RSS qui est un nouveau guide pour ce cycle. Et cet outil sera disponible à la fin du mois de mars. Et nous allons disséminer ces outils à travers les hubs régionaux et à travers les réseaux de populations clés. On peut aller à la diapositive. Alors, pour le moment, nous avons l'assistance technique, nous avons couvert les soutiens rapides et j'ai déjà parlé des ressources aussi disponibles. Mais le Fonds mondial a aussi un certain nombre de sessions d'information pour vous aider à vous préparer pour le GC8. Et vous pouvez voir le timeline pour les différentes sessions et vous allez voir que les sessions sont disponibles dans différentes langues. En plus, les hubs conduisent également une série de webinaires et vous pouvez voir à droite, en bas, vous avez donc la session d'aujourd'hui qui est le détail sur euh,
les mécanismes. Et le mois prochain, il y aura une session sur la note d'information TB. En mars, nous aurons une session d'information sur le palu et regarder les questions de transition et de durabilité. Et je pense que c'est la dernière diapositive de mon intervention et je lui passe la parole à Karine. Merci à tous. Merci Gavin pour la présentation et- et le partage donc de différentes informations importantes pour le processus GC8 et la liste des informations des différents hubs. Et nous sommes maintenant ouverts pour des questions et réponses. Et je vois déjà des questions qui sont posées dans le chat. Il y a une question de Elsie. CRS est un outil très important que nous devons utiliser ces dernières années. Alors, comment accéder au soutien pour le faire et avoir nos ressources disponibles pour pouvoir aller donc à la période de financement à venir? Quelqu'un voudrait prendre la question? Alors, merci pour la question. Premièrement, merci pour l'intérêt à la maturité. C'est très bien d'entendre donc des membres communautaires et c'est très bien à entendre. Je pense que j'ai répondu à la question dans le chat, mais pour ceux qui sont intéressés à mettre en œuvre les SS, GC7 est une opportunité pour savoir quelles sont les ressources disponibles dans le cycle actuel pour mettre en œuvre l'outil. Ce n'est pas un outil coûteux. Euh, L'outil est déjà disponible et nous avons apporté des orientations et des approches nécessaires. Maintenant, l'investissement pour la mise en œuvre de l'outil en question, le conseil qu'on peut donner est que c'est de voir s'il y a possibilité de combiner l'outil avec des réunions qui sont déjà planifiées pour minimiser leurs coûts. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça peut être un atelier, par exemple, qui rassemble des partenaires clés, y compris des membres communautaires, représentants communautaires, acteurs techniques. Ça peut être une opportunité pour le travail communautaire. Et ou une réunion qui mobilise aussi d'autres acteurs clés. Le fruit d'évaluation ne vous donne pas les résultats de l'évaluation, mais ça vous permet d'avoir des points de conversation critiques et avoir donc des questions à poser ou à justifier pourquoi est-ce que certains gaps sont importants à adresser et comment est-ce qu'on pourrait contribuer aux réponses de différentes maladies. Donc, l'outil permet donc d'avoir euh, ces éléments à discuter donc aux réunions. Avant de parler donc des retards en termes de maturité, il faudrait savoir qu'est-ce qui ne marche pas et pour les réunions, savoir qui sera là et quels sont les points ou questions que vous pouvez aborder. Et donc, pour ce qui est de l'investissement et les coûts liés à l'organisation euh, d'une réunion de ce genre, pour les pays pilotes, les participants étaient souvent 25 à 30 en fonction des types d'intervention terrain. Donc, et pour ces réunions spécifiques d'évaluation, on a besoin de louer des salles. Et je le dis pour pouvoir vous permettre de voir quelles sont les possibilités d'estimation de coûts. Et ça vous permet aussi d'engager les équipes pays, PPR et probablement les CCM pour voir s'il y a des ressources disponibles dans la subvention GC7
Et si vous avez toujours, je cite, c'est l'occasion de faire ces évaluations avant qu'on ne commence le GC8 à vous. Merci Olga pour la réponse à la question. Il y a deux autres questions. Si je veux être un partenaire de mise en œuvre, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que quelqu'un voudrait répondre? Mais je peux apporter une réponse générale. La sélection des partenaires de mise en œuvre sont sélectionnés au niveau des pays et à travers les PPA, les sous-récipiendaires. Et vous pouvez avoir donc des discussions pays avec les agences de mise en œuvre au niveau pays et ça pourrait être la meilleure référence. Je vais ajouter un commentaire, une des présentations importantes. Je pense que ça a été la présentation de Abina qui disait que l'investissement dans les systèmes communautaires tiennent compte des activités, valeurs pour investissement. Mais ce serait vraiment important si vous arrivez à quantifier comment est-ce que les réponses communautaires pourraient permettre d'économiser de l'argent pour les traitements et les autres. Si vous arrivez à quantifier, ça sera vraiment un point clé dans les demandes de subventions et ça pourrait être aussi important pour l'investissement communautaire. Ça a été un point clé. Merci. Merci, Sean. Nous avons maintenant 2 minutes restantes pour le webinaire et nous allons clôturer la phase question-réponse. Merci, Sean, et à tous les acteurs du Fonds mondial pour votre temps et vos informations. Est-ce que vous pouvez mettre la diapositive? Pouvez-vous scanner ce QR code pour vous connecter donc à notre site web du Hub et là vous aurez des informations sur le Fonds mondial à temps. Comme nous sommes à la fin du webinaire, je vais inviter les membres de Seven Alliance pour la clôture, le mot de clôture. Et je pense qu'il y a une autre question. Est-ce qu'on peut répondre? Oui, allez-y. La question. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi la note technique a été retirée du site? Est-ce que nous devons, je vais demander aux intervenants du Fonds mondial pour prendre la question. Au plaisir de répondre. Actuellement, les documents sont en train d'être révisés sur base de feedback que nous avons reçus et nous travaillons donc à avoir donc les priorités vu le contexte actuel. On essaie donc d'améliorer la qualité et la clarité. La version mise à jour sera publiée en février après la réunion du conseil. Donc, nous allons faire la mise à jour, passer par la réunion du conseil et faire la mise à jour. Désolé pour les inconvénients. Nous savons que c'est une phase importante pour vous d'accéder à l'information, mais nous allons republier ça. Merci, Sean. À vous, Bikas. Merci, Karim. Et bonjour à tous. Je suis Bikas et actuellement coordonnateur du réseau des personnes utilisant des drogues en Asie. Merci de m'avoir invité pour le mot de clôture.
Nous avons eu plusieurs webinaires, y compris la session d'information du Fonds mondial, et toutes ces sessions sont importantes pour la préparation que nous sommes en train de faire pour le processus GC8 dans nos pays. Je pense que le webinaire d'aujourd'hui a été une des sessions importantes parce que ça met l'accent sur les RSSS et surtout sur le renforcement des systèmes communautaires. Nous avons eu l'expérience de l'Inde et du Libéria qui mettent l'accent sur l'importance des réponses dirigées par les communautés et surtout le suivi dirigé par les communautés. Merci aux intervenants Dr. Lio et Abina. Et j'aimerais aussi remercier tous les hubs régionaux qui ont fait un effort pour rendre ce webinaire un succès. Et j'aimerais aussi remercier l'équipe du Fonds mondial la plupart des présentateurs de ce webinaire. Merci à tous les participants qui ont pu avoir un temps pour ce webinaire. Et une des leçons à retenir pour ce webinaire est que les réponses dirigées par les communautés sont en risque dans la plupart des pays à cause donc de la réduction attendue des allocations pour nos pays. Et comme le GC8 met l'accent sur l'intégration pour la durabilité des services de prévention, de traitement et de soins à travers les trois maladies, je pense que il est beaucoup plus que temps pour nous, communautés, de nous engager dans nos pays avec les CCM, les ministères. Et merci à chacun encore pour la participation au webinaire. Merci de m'avoir invité pour le mot de clôture. Merci. Merci Bikas. Merci à chacun et restons connectés. Merci. Au revoir. Bye bye.